Elle est belle, si belle, cette Sainte-Anne en tierce, d'une beauté qui respire une mystique dont on n'ose pas pénétrer le secret, écrit Freud dans le Léonard. Je préfère commencer par mon hypothèse conclusive, car j'ai grand peur de ne pas arriver au bout d'une démonstration qui risque d'être pesante. Vous savez, la jalousie qu'étreignait Freud à l'égard de l'artiste der Künstler, celui qui va droit au but. L'Einzigerzug, le trait unaire, traduit Lacan, la marque de l'incorporel. Par opposition à la langue lourde de l'analyste, même quand le talent d'écriture ne fait pas défaut. Voici l'hypothèse. Je suis étonnée par la geste soutenue de Lacan, tout au long de son enseignement, et je propose que son énergie provienne d'un saut quantique, d'un changement d'orbite, révélé par la collision lors du moment souris. Lacan, dans les années de formation, les années 20, terriblement folles, tente de faire de la politique. Et il va rencontrer un attracteur puissant, comme ce qu'on appelle, comme ça se dit dans la théorie du chaos, en fait. Et cet attracteur puissant se nomme Charles Maurras. Alors, il faut savoir que c'est l'homme du moment pour les jeunes intellectuels de l'époque. Un moment où certaines idées pouvaient avoir cours sans vergogne. Ce que les sombres années 40 ont rendu impossible. Le symptôme de Lacan gît là, tandis qu'il suit le séminaire de Georges Dumas au laboratoire de psychologie de Sainte-Anne. Georges Dumas, éminent médecin français, élève de Théodule Ribot, qui était professeur au Collège de France, et Georges Dumas également disciple attentif d'un certain Jules Souris. Mais Lacan fut aussi l'interne de Henri Claude, plus discret que Dumas à Sainte-Anne, mais déjà sensibilisé aux travaux de Freud, que Lacan avait découvert en 1923. Le moment souris, c'est Lacan face à son saut quantique. Alors, je vais essayer de faire cette démonstration. J'ai commencé en fait par la lecture de la première partie de Chaînes et Nœuds, et contre toute attente, un croisement s'est très vite présenté avec la clinique. En effet, au décours de mon analyse, qui était tout sauf didactique, une personne en demande d'analyse a choisi mon nom parmi d'autres, et son roman familial était adossé au signifiant Slade, du nom de l'aviateur héros de la guerre de 14, Henri et de Slade. Or, le tour de Slade serait, je découvre ça au début de Chaînes et Nœuds, un tour de prestidigitation dont Souris se sert pour fonder sa théorie des tresses. Ce point de rencontre a été pour moi un appui pour accepter ce nouveau patient en tant qu'il s'articulait à mon histoire de psychanalyste. Alors j'ai cherché à savoir quels étaient les auspices de la rencontre entre Souris et Lacan, et seuls les séminaires non publiés offraient la possibilité d'en repérer quelque chose. On est au début de l'année 1968, un séminaire intitulé L'acte analytique. Le public est nombreux et varié. Les psychanalystes y sont en minorité. Lacan inaugure la pratique des séminaires fermés, sur invitation, où il donne la parole. Il demande aussi qu'on lui écrive. Ça démarre fin janvier, et c'est Charles Melman qui préside. À noter que Lacan n'est pas présent. C'est le docteur Melman. Pardon. Docteur Melman qui préside, et Lacan n'est pas présent. Bref, c'est vrai. En février, c'est Jacques Nassif qui fera un commentaire sur « L'inconscient ne connaît pas la contradiction ». Il est applaudi, mais Lacan le remet en place dès le séminaire suivant. En mars, à la date du 27, qui est importante car elle est consécutive du 22. Parmi la centaine de lettres reçues, il choisit celle d'un jeune mathématicien. « Monsieur Souris est-il là ?» Je ne vais pas refaire l'effet théâtral, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. « Monsieur Souris est-il là ?» Donc c'est Monsieur Souris, on l'entend. Monsieur Souris, donc, qui a repris une de ses phrases, mais elles sont si nombreuses que Lacan ne se souvient pas quand il l'a prononcée ni dans quel contexte. Voici la phrase. « Vous avez attaché les effets du signifiant
à la possibilité d'une conséquence. Et Souris veut critiquer cette phrase mathématiquement en disant que, ou en écrivant, que conséquence est utilisable pour la succession temporelle, pour des objets déterministes, pour la vie animale. Et la conséquence du choc est que la particule a pour impulsion, point de suspension. Lacan réagit en précisant que dans l'analyse, et même dans l'analysable, il s'agit de conséquences langagières. Il s'agit d'un effet de sujet. Il continue, acerbe, la lecture de la lettre, de point ouvrir les guillemets. Un enfant est la conséquence d'un accouplement, écrit Souris. Pas convaincu, Lacan dit qu'il faut tout de même avoir une petite idée de la conséquence de ses actes. Ensuite, il s'agit, dit Lacan, de choses plus personnelles à Souris, concernant l'usage des mathématiques modernes, et il lui donne enfin la parole, qui démarre par l'utilisation obscurantiste du zéro comme bonnet d'âne. Lacan se fait historien pour lui répondre en parlant des pédants romains et de l'arrivée des chiffres arabes. Il énonce ceci à propos de sa question concernant les mathématiques. Mais enfin, vous faites allusion à la dimension des mathématiques modernes. Je pensais en vérité que votre remarque était plus près de quelque chose que j'ai suggéré, non pas que les structures permettent de formuler des absences de rigueur, mais que, dans la logique de cette mathématique, nous voyons s'élever la nécessité où elle s'est trouvée, portée par son développement même, d'élaborer sa logique. Nous nous trouvons placés devant des nœuds qui sont inhérents à la logique elle-même et qui peuvent, pour nous, apparaître comme une espèce de résonance à quelque chose qui constitue dans notre champ, le champ de l'analyse, ce que nous avons à élaborer d'une logique, d'un registre qui est forcément différent parce qu'il s'applique à un tout autre ordre. Enfin, ne nous éternisons pas là-dessus. Et il passe à autre chose. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est une entrée en matière bien plus glorieuse, en fait, pour Monsieur Souris. Et je comprends alors que le choix de cette lettre, aussitôt dénigrée par Lacan, n'est pas du côté du sens. Dans une année de séminaire qui va être très perturbée, 1968. Lacan en était sans doute conscient quand il donne de manière magnanime la parole à Touvard et quand il demande qu'on lui écrive. De quel côté est ce choix, si ce n'est du côté de l'inconscient, donc du signifiant dans la lettre, et le signifiant, c'est Souris. Alors, à ce moment-là, je vais essayer de tenter d'échapper aux 20 jeux de mots faciles que ce nom permet. Et je me mets un petit peu à essayer de travailler d'une manière, on va dire, qui m'est personnelle. Et je trébuche en fait sur un homonyme, un certain Jules Souris, né exactement un siècle, en 1842, avant Pierre Souris. Un peu fiéreusement, je mène quelques recherches préliminaires, mais j'avoue que je suis un peu honteuse de ma sottise quand même. Alors, voici apparaître un personnage, Jules Souris, qui est un jeune apprenti parisien, poussé en bibliothèque par une soif d'études, soutenu par des parents bien que modestes, il fait des études brillantes qui font de lui un chartiste, élève de Renan. Celui-ci l'introduit aux langues sémitiques. Sa thèse de 1867 a pour titre « Des études hébraïques et exégétiques au Moyen-Âge chez les chrétiens d'Orient ». L'avènement de la République sied à ses idées laïques et matérialistes. Il écrit dans les journaux républicains de l'époque, Le Temps, la République française, et il est soutenu par rien moins que Gambetta et Paul Bert, à qui il soumet l'idée d'une création d'une chaire des religions comparées au Collège de France. Chaire qui lui échappera par l'opposition de Jules Ferry. Il ne sera finalement qu'enseignant à l'école pratique des hautes études, où il tiendra un séminaire fort couru pendant 30 ans. Et alors là, l'excitation monte un peu, car moi, ça me fait diantrement penser à Lacan. Alors, je vous donne rapidement la liste des livres de ce personnage. Il ne faut pas l'appeler autrement qu'un personnage. Des études hébraïques et exégétiques au Moyen-Âge chez les chrétiens d'Orient, 1867. Études de psychologie historique, portrait de femme, 75. Études historiques sur les religions, les arts, la civilisation de l'Asie antérieure et de la Grèce, 77. Études de critique religieuse, 78. Jésus et les évangiles, 78. Études de psychologie historique, 79. Une thèse en latin, je vous passe le titre de cette thèse. Théorie naturaliste du monde et de la vie dans l'Antiquité, une thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris en 81,
Bréviaire de l'histoire du matérialisme, 81. Philosophie naturelle, 82. Son maître ouvrage, en fait, Les fonctions du cerveau, publié à Paris chez Félix Alcan, éditeur, lorrain, en 92. Et l'article Cerveau dans le dictionnaire de physiologie de Charles Richer, toujours chez Alcan, en 96. La religion d'Israël, en 98. Le système nerveux central, structure et fonction, histoire critique des théories et des doctrines, couronné par l'Académie de médecine et l'Académie des sciences. Et enfin, dernier livre, Campagne nationaliste, 1894-1901. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la campagne nationaliste? En fait, tout ça, ça se garde. Ce que j'ai voulu vous montrer avec cette liste, c'était l'érudition, le travail, la pénétration de cet homme-là. Mais ça se gâte parce qu'en fait, dès 1879, il est le traducteur enthousiaste d'un certain Ernst Haeckel, un biologiste, philosophe et libre penseur allemand, né en 1834. Alors, Jules Soury, ce matérialiste impénitent, s'enfonce dans un discours racialiste et naturaliste qui le conduit à être le penseur de l'antidreyfusisme. Et c'est donc le texte Campagne nationaliste, qui sera son dernier texte. Au tournant du XXe siècle, il perd ses amis et soutiens, il rompt avec Haeckel et meurt en 1915. 1915, c'est l'époque où Freud écrit la métapsychologie. Il meurt en 1915 dans le dénuement et la solitude. Seuls ses disciples, Maurice Barrès et Charles Maurras, écriront son éloge funèbre. À noter que l'historien israélien Zev Sternel est celui qui a fait le lien entre Jules Soury et Maurice Barrès, sachant que ce dernier, qui est lorrain, comme Félix Alcan, représente, selon l'historien, le malaise français depuis 1870. Avant de se discréditer, Jules Soury eut cependant d'autres élèves, devenus fameux dans le champ de la psychologie, c'est-à-dire Pierre Janet et Georges Dumas, dont je vous rappelle que Lacan, comme nombre de ses congénères, tels Jean Delay, Claude Lévi-Strauss, Daniel Lagache, Paul Nizan, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Georges Canguilhem, a suivi le séminaire. Alors, là, je vais revenir sur le deuxième acte de la rencontre entre Lacan et Soury. Ce n'est pas avant le 11 mars 1975, c'est-à-dire 7 ans après la première rencontre, qu'apparaît Pierre Soury, cette fois nommé avec son prénom et en compagnie de Michel Thomé. Précisons que la rencontre de Michel et Pierre, je le tiens de la bouche de Michel, a eu lieu le 22 mars 1968 dans l'amphithéâtre de Nanterre, où s'est déroulée la première et célèbre AG de mai 68. Ce sont eux qui envoient à Lacan des notes sur le nœud borroméen, qu'il a donc introduit depuis 1972 dans le séminaire ou pire. Lacan déplace la question de l'erreur de représentation soulevée par Thomé sur son éditeur, précise humoristiquement que l'erreur est féconde, et il invente la notion de boucle thomienne, s'écartant des rechefs du thomisme qu'on lui impute, et partant, à mon sens, du côté du gai savoir. Puis il passe au schéma de Soury en 10 ans. Et c'est le point d'articulation de ce que je veux vous dire, en fait. Il dit, voilà le symptôme, l'effet du symbolique quand il apparaît dans le réel. Et là, il produit un lapsus, il dit centrifuge au lieu de centripète, Lacan, pour indiquer qu'il y a une orientation, une direction dans le nouage de ces trois ronds. Je me permets, dit-il, de lui signaler à Soury qu'il y a distinction dans l'ordre de ces trois termes, l'orientation donnée à chacun et l'équivalence des nœuds, lui assène-t-il. Le 18 mars, le dialogue est engagé et Soury répond. Du pareil au même, il y a de la place pour une différence. Lacan met alors tout à plat pour s'opposer à un réel préexistant. Il dit « Ces modes qui sont ceux sous lesquels j'ai pris la parole, symboliques, imaginaires, réels, je ne dirais pas du tout qu'ils soient évidents. Je m'efforce simplement de les évider. » Ce qui ne veut pas dire la même chose, parce qu'évider repose sur vide et évidence repose sur voir. Il convient de noter que le séminaire qui suivra la réapparition du symptôme Soury est le symptôme, justement, dans lequel la langue joycienne donnera à Lacan la clé pour passer de son symptôme au symptôme, donc du 3 au 4. Un moment critique pour Lacan,
comme le pointe Jean Alouche dans Freud et puis Lacan. En gros, la solution ne devient un problème pour Lacan. Mais pour nous, bonne nouvelle, parce qu'avec peut-être la logique du templé, telle qu'elle a été proposée hier par René Lève, ce passage est une dynamique dans une époque numérique. Alors le troisième acte des échanges entre les deux hommes va être lu, je vais vous le lire rapidement, au fil du séminaire Le Moment de Conclure. Novembre 77, Pontalis dit que le monde, dit dans le journal Le Monde que le nœud borroméen de Lacan est une manière d'étrangler le monde. Dans le paragraphe d'après, Lacan cite Souris pour dire de s'accrocher à une corde. Souris qui reproche à quelqu'un d'avoir fait un nœud de travers. En fait, on peut constater qu'à ce moment-là, Lacan est en train de passer du signifiant à la lettre. En décembre 77, il cite Souris pour parler de dissymétrie, à quoi lui Lacan fait objection. Il met en cause Souris tout au long de cette séance, qui n'intervient pas. La sensation est qu'ils ne sont pas sur la même orbite. Toujours en décembre 77, coupure longitudinale et transversale, retournement, Lacan s'efforce de relier ça avec la clinique, et de ce fait, il met en cause Souris en s'en excusant. Leur rapport devait être tendu. Janvier 78, il y a un séminaire de l'école entre-temps, et Souris, qui n'était sûrement pas présent à ce séminaire, demande à Lacan ce que signifie qu'il puisse continuer à écrire des ronds de ficelle. De dire, mais tu as des symptômes, toi aussi, en fait, en tant que maître. Lacan lui répond que l'analyse ne signifie pas qu'on soit libéré de ces symptômes. L'analyse consiste à savoir pourquoi on en est empêtré. C'est du fait du langage. Et là, il dit, si on veut savoir ce qu'est vraiment une analyse, on doit lui demander à lui une analyse. Bon. Avant de terminer mon propos en tentant de déplier le symptôme de Lacan, parce que c'est comme ça que j'ai repris la chose en la retournant, c'est-à-dire il ne s'agit pas du transfert de Souris sur Lacan, mais en fait du transfert de Lacan sur un signifiant, le nom de Souris, et qui est peut-être la raison pour laquelle il ne peut pas le prendre en analyse, car au fond, en le prenant en analyse, il découvrirait, lui, Lacan, ce signifiant, et il n'en veut rien savoir. C'est mon hypothèse. Donc, en terminant mon propos en tentant donc de déplier le symptôme de Lacan, je vais faire un petit détour par la dernière séance du séminaire où le nom de Souris apparaît. C'est exactement 10 ans après la première, donc en mars 78. Les deux tores enlacés qui ne peuvent pas s'ouvrir, comme des mains pourraient le faire, c'est quelque chose qui est défini comme dur par Souris lui-même. Le maître n'était pas celui qu'on croit, et c'est pour ça que Lacan ne peut pas le prendre en analyse, de peur d'y découvrir son symptôme. C'est ce que confirme un texte d'Enchaîne et Nœud d'une jeune femme amie de Souris, un texte très, très émouvant. Elle écrit qui lui a dit « J'ai un problème, je vais devoir devenir le maître ». Lacan parle à la fin de pousser les deux éléments du tort ensemble, pousser étant l'une des acceptions du tribe, loin de l'obscure référence à l'instinct. Donc, si on peut enfin tenir Lacan par le bout de son symptôme, j'hypothèse que c'est Pierre Souris, dans sa nomination entière, Pierre Souris, pour laquelle il aura fallu passer par la double inscription freudienne, c'est-à-dire 1968, ça s'arrête, puis 1975. Alors, cette double inscription, ça comporte la question de la censure. Donc, c'est Pierre Souris qui en sera l'agent, à son insu. Vous comprenez donc que c'est par ce lien homonymique et un lapsus que j'entrevois le symptôme de Lacan. Quel est le symptôme de Lacan? On le sait, c'est d'être relié finalement à une pensée ô combien questionnable. Donc, c'est sur mon tableau. Donc. Mais Lacan fait un saut quantique, en fait, dans les années 20-30, avec Henri Claude, avec Marguerite et avec Kojève. Et c'est ce saut quantique qui donc lui permet de s'arracher au racialisme des théories matérialistes du cerveau via Jules Souris, Maurras et Dumas. En plus, un mot sur Marguerite, qui a rendu célèbre 3 psychanalystes, dont Jean Alouche, et a réussi ce tour de force de nous montrer l'envers du décor de Lacan en témoignant de sa relation absente avec son père,
Parce que c'est ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce texte Marguerite ou l'Aimée de Lacan, pour moi, c'est que plus tard, 20 ans plus tard, elle deviendra la dame de compagnie du père de Lacan devenu veuve. Et que, enfin, à mon sens, c'est une des rares fois où on regarde quelque chose de l'intérieur de la vie familiale de Lacan, à laquelle on a très peu accès. Donc c'est assez émouvant. Mais, pour tout vous dire, cette démonstration, je reconnais, et je vous ai parlé de mon sentiment de sottise, homonymie, quoi, vraiment. C'est fragile, tout ça. Et ça tenait, en fait, donc, à un seul lien, en fait. Et un seul lien, en chimie, ça tient pas, en fait. Un seul lien, bon, additionné d'un lapsus. En plus, avec un refus personnel, le mien, depuis plusieurs mois, de me plonger dans les textes scabreux de ce Jules Souris, même si je lisais, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, la liste de ses écrits, et que j'avais quand même envie je sais pas, d'aller lire le Bréviaire matérialiste, ou enfin différentes choses, mais j'y arrivais pas. Donc, et puis aussi... oui, 4 minutes, j'ai presque fini. Ainsi que donc, j'arrivais pas non plus à me plonger dans les méandres des 3 années tempétueuses, entre 75 et 78, entre Lacan et Souris. Ma résistance aux Souris était forte. Donc c'était un lien fragile. Mais heureusement, très récemment, un deuxième lien est apparu, qui forme du coup une relation chimiquement covalente, pour cette hypothèse, peu de jours avant le colloque, et m'est revenu ce que j'avais refoulé, c'est-à-dire la coïncidence clinique avec le tour de Slade. Alors, je rapide, j'en ai pour 2 minutes. Stupeur, en fait. Donc, je cherche il y a quelques jours qui est ce Slade, en fait. Et en fait, je découvre que c'est pas un prestidigitateur, comme ce qui a été transmis à Souris pouvait le laisser penser. Mais, en fait, c'est un spirit. C'est un célèbre spirit anglais, du nom de Henry Slade, qui a été attaqué en justice pour ses pratiques jugées falsifiées, mais qui a été soutenu ultérieurement par des scientifiques berlinois, dont Jules Souris. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand j'ai cherché le nom de Henry Slade dans des recherches comme ça sur Internet, la première chose sur laquelle je suis tombée, c'est un livre où la première ligne, il est écrit Jules Souris. Et c'est assez stupéfiant, je trouve. Berlinois, lui. Il n'est pas berlinois. Non, mais en fait, cet auteur, je le répète, l'auteur anglais Henry Slade a été attaqué en Angleterre, mais il a pu soutenir sa pratique de spirit, parce qu'on considérait qu'il était falsificateur, en allant en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il se trouve que des scientifiques émérites, Fechner, enfin, j'ai plus les noms en tête, excusez-moi, mais je pourrais vous les dire, je les ai là en dessous, l'ont soutenu. Donc il est allé là-bas. Et à ce moment-là, ça se passe en 1878-79, vous avez Jules Souris, qui était un journaliste, en fait, qui écrivait dans La République française, dans Le Temps, dans ses journaux républicains, fait une critique virulente de ce Henry Slade. Bon, je trouve ça marrant. Donc, pour moi, la boucle était un peu bouclée. Et donc, Pierre Souris, qui part du tour de Slade pour élaborer sa théorie des tresses, eh bien, relié à Jules Souris par l'esprit du spirit. Et Lacan, pour moi, a bien fait un saut quantique, ce qui lui donne cette énergie. Il ne faut pas oublier qu'on parlait d'orbite tout à l'heure, je disais, n'hésitez pas sur la même orbite, parce que quand il y a un saut quantique d'un électron qui passe d'une orbite à une autre, ça donne, c'est la question du nucléaire, en fait, ça donne une énergie incroyable, qui est pour moi l'origine de l'énergie de Lacan. Donc Lacan a bien fait un saut quantique en passant du réalisme au nominalisme, un passage longtemps scellé, mais redécouvert par des tresses. Merci. On va discuter. Quitte à remuer des cendres encore remplies de braise, voilà. Je salue cette promenade en dehors des sentiers battus. C'est vrai que c'est exposé réjouissant. Attends. C'est vrai que votre exposé est réjouissant. J'ai pas de question, mais il est réjouissant. J'ai une
question. Est-ce que vous êtes arrivé à situer deux Clérambault dans vos souris Maurras du Mal? Ah, ça marchait pas? Si, j'ai entendu. Vous me demandez si je suis arrivée à situer deux Clérambault. Oui. C'est vrai. Alors, c'est formidable, parce que là, vous tombez effectivement... Moi, je refoule tout le temps. Donc, je veux dire, je parle de mes symptômes, si vous voulez. Donc, effectivement, là, ces derniers jours, quand... hier, je me suis décidée à vous faire ce schéma de nominalisme, pour moi dire les noms, quoi, tout simplement, dans lesquels on se promène. J'ai oublié de Clérambault, mais bien sûr, je l'avais repéré dans mon travail, et effectivement, je l'ai refoulé, parce que il est vraiment entre les deux de Clérambault dans cette histoire. Enfin, entre les deux, je veux dire, entre Henri-Claude, oui, pour moi, c'est les deux maîtres, entre guillemets, de l'époque. Henri-Claude, c'était c'était le psychiatre en chef de l'hôpital Sainte-Anne où Lacan était interne ou chef de clinique. Je ne sais pas, je pense. C'est difficile de trouver ces informations de manière précise. Et Georges Dumas était aussi le directeur du laboratoire de psychologie de l'hôpital Sainte-Anne. Mais il était aussi philosophe, Georges Dumas. Enfin, c'était plus du côté psychologique et Henri-Claude plus du côté médical, je pense. Et donc voilà, ce sombre. Là, c'est clair, si vous voulez, ce que je vous ai écrit, c'est ce que je. Clérambault était chef de service. Hein. Oui, aussi, mais ce que je vais essayer de dire, c'est que je l'ai oublié, alors que je l'ai vu, mais qu'il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est ni comme Georges Dumas, qui était clairement... Georges Dumas, c'était un très grand monsieur, qui a écrit énormément de choses, et qui était extrêmement connu en son temps. Il travaillait sur la question de l'émotion, en fait, Georges Dumas. Donc lui, mais qui était, effectivement, très clairement, un disciple de Théodule Ribot, et de Georges Chaury et de toutes ces théories-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les théories françaises, si vous voulez, en gros. Guy ? Ouais. Clérambault, je l'ai oublié, mais... Oui. Vous avez plusieurs fois employé l'expression saut quantique. J'ai une question à cet endroit, parce que, d'une part, quand un électron change d'orbite, ça absorbe un photon, ça dégage un photon, ça ne fait pas une énergie fantastique. Mais par contre, on ne peut pas avoir une causalité claire. On peut en donner une description statistique, mais ça s'arrête là. Donc quand vous employez cette expression, pour décrire comment Lacan quitte l'orbite maurrassienne, c'est-à-dire un catholicisme militant intellectuellement, quoi, pour être un petit peu le Lacan plutôt athée, plutôt ricanant sur la religion, quoique on peut en trouver bien sur les traces les plus importantes, les restes. On saura bientôt à quel point, comme il dit, il pratiquait Saint-Augustin. Non, mais en dépit de ça, vous avez raison, il y a un virage l'off sur l'off, enfin, il y a un changement complet. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce que vous avez donc baptisé quantique, pour dire en même temps la rapidité fulgurante de la chose et le fait que vous venez d'opiner sur le fait que ça n'a pas tellement changé, et pourtant tout a changé. Alors, qu'est-ce que vous appelez quantique ? Avant de répondre sur ce mot quantique, je vais vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question de l'athéisme. Parce que justement, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que ce Jules Soury était au départ quelqu'un de profondément matérialiste au sens scientifique du terme. En fait, les théories matérialistes donc, du cerveau, ça nous parle beaucoup aujourd'hui, ce genre de choses. Et il a écrit un bréviaire du matérialisme. Et pourtant, c'est lui qui se retrouve dans ces théories racialistes. Donc, il y a là, tout d'un coup, une espèce de gêne de la pensée qui doit quand même nous interpeller. Alors, quand je dis saut quantique, effectivement, je vais un peu trop vite, ou un peu trop lentement, ou en tout cas, je suis un peu à côté de mes pompes, je suis d'accord avec vous. Parce que ce que je voulais juste dire par là, c'est que c'était une époque, c'était aussi l'époque, évidemment, qui suit la théorie de la relativité et surtout le principe d'incertitude. C'est l'époque, c'est la même. C'est 1927, les écrits de Werner Heisenberg sur le principe d'incertitude, à quoi Lacan n'a pas accès, bien entendu. Mais c'est une époque. C'est ce que j'appelle les années 20, les folles années 20, une époque particulière où il se passe, pour certains, des sauts, enfin des différences, des écarts, des mises à l'écart sur certaines pensées, et d'autres non. Et je trouve remarquable et très touchant que Lacan ait pu vivre ça, parce que c'était pas gagné, je veux dire, dans son histoire, dans son cas, c'était pas gagné, c'est ça que je me permets de préciser un tout petit peu ma question. Est-ce que vous faites quand même l'hypothèse, avec cet adjectif de quantique, d'un bascule de la croyance
Non, franchement, c'est là, voilà. Je ne dis pas du savoir, croyance Oui, et j'entends savoir. bien. Le savoir reste, il est ce qu'il est, il a J'entends bien. pratiqué Saint-Augustin et J'entends il bien. en reste beaucoup. Mais la croyance peut basculer. Ça Mais arrive, ça. pour moi, Lacan n'a jamais été à la base du côté de la croyance. Je ne le vois pas du tout comme ça. Il a même, je pense que on lit, mais on lit très peu de choses. Mais que quand son père revient de la guerre de 14 et qu'il ne le reconnaît pas, c'est vraiment dès le début quelqu'un qui il va jamais être là-dedans, en fait, Lacan. Il est d'une famille qui est comme ça, mais il n'est pas là-dedans du tout, en fait. Donc, c'est pas une question de... C'est pas lié à la religion ou à la croyance dans le cas socio-quantique, pas du tout. Je dirais que c'est plutôt la question de la différenciation sexuelle. C'est tout. C'est-à-dire c'est beaucoup plus important et beaucoup plus important pour nous de comprendre ça. La question de la croyance, j'ai envie de dire... C'est pas des sujets dans lesquels on doit plonger à ce point-là. Encore une fois, parce que actuellement, si on continue à faire ça, on tombe sur des théories de matérialistes que moi, j'ai pas envie de rencontrer. Il y a un philosophe actuellement qui s'appelle Johan Chapoutot et qui a écrit un livre très intéressant sur ce genre de choses. Bon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une question de Daniel. D'accord. C'est pas une question, c'est juste une petite anecdote qui vient en amont sur le sujet précédent. À propos de Gaëtan Gassian de Clérambault, qui était en quelque sorte à l'opposé de Henri Claude. Henri Claude était davantage, on va dire, tourné vers la psychologie ou peut-être même la psychanalyse, et Clérambault était la médecine. Et Clérambault se moquait de Henri Claude en parlant. Et donc c'est là où l'anecdote prend un certain relief de ce monsieur qui, comme nom, n'a qu'un prénom. C'est super, merci. Ça me sert d'interprétation aussi, ce qu'il faut dire. Merci. Ça marche ? Oui. Parce que j'étais frappée parce que votre cheminement... Comment ? Votre cheminement avec les noms propres m'a fait revenir une lettre de Souris qui a été lue hier, mais que voilà, je ne la connais pas, je ne suis pas sûre d'avoir tout retenu. Et j'avais quand même pris en note qu'il lui parle de ces deux adhésions, une lettre de Souris à Lacan, où il dit qu'il a deux adhésions à Lacan. La première est politique, il ne peut la partager avec personne. Et la deuxième, si je me souviens bien, mais là je suis moins sûre, concerne de la pratique analytique. Et, mais là je ne me rappelle plus quelle était la connexion avec ce qui vient après, c'est-à-dire les sorciers, les prestidigitateurs et éventuellement les spirites. Et donc voilà, je trouve que c'est cette lettre des deux adhésions de Souris, politique et spirit, on pourrait dire, je ne sais pas, à Lacan, elle croise étrangement votre cheminement avec les noms propres. Je vous remercie parce qu'en fait, ces lettres-là, c'est après coup seulement et très récemment que je les ai retrouvées. C'est-à-dire la question du spiritisme, en fait, ça m'est tombé dessus. Par quelque chose de clinique, mais pour moi, c'est-à-dire par le croisement entre le nom de Slade et le nom de Slade que j'entends depuis des années sur le divan, si vous voulez. Donc voilà, il ne faut pas oublier que Freud était quand même aussi complètement fasciné par les questions de spiritisme. Vous pouvez nous dire ce que c'est que le tour de Slade? Alors, je vais laisser Michel en parler, mais le tour de Slade, si vous voulez, dans Chêne et Nœud, en fait, dans la première partie de Chêne et Nœud, c'est la première intervention de Souris pour expliquer son travail. Enfin, si j'ai bien compris, mais quand on prend Chêne et Nœud et qu'on parcourt le livre, il commence par ça. Alors, attendez, je vais essayer de... Je ne sais pas si... Faudrait que vous le... Enfin, faudrait l'ouvrir. Au tout début, là, tout à fait au début, il y a le tour de Slade, en fait. On va effectivement le filmer. Voilà, vous voyez, c'est là. Le tour de Slade. Le tour de Slade. Hein, et après, on le trouve. Ça passe pas au tableau. Ah, c'est très... Excusez-moi, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est ça? Non. Voilà, le tour de Slade. C'est vraiment le premier schéma. Pas du tout au tableau. Pardon? Alors, en fait, là, je diffuse pour nos autres collègues en ligne et on ne peut pas faire les deux en même temps, mais par contre, ça sera enregistré. Donc, on pourra le revoir après. D'accord. Est-ce qu'on prend la question de Guy? Oui, non, juste, et puis je voulais que Michel parle à ma place du tour de Slade.
Non, il y a des personnes qui veulent poser des questions. Oui. Guy? Si je vous ai bien entendu, et vous me corrigerez si ça n'est pas le cas, il a été dit Souris et Lacan. Vous avez dit, si je ne me trompe, que Souris était en train de réaliser qu'il devenait le maître de Lacan. Est-ce que devant une telle découverte qui aurait consisté à faire tomber l'analyste Jacques Lacan, est-ce qu'une telle perspective n'aurait pas été pour lui désespérante? Alors, vous dites le maître de Lacan. Moi, je n'ai pas lu ça dans la lettre de... Je crois que c'est Christine Thiebaud. Michel, tu me diras. Hein. Elle ne parle pas de cela. Elle dit il lui dit quelques jours avant son acte, il lui dit je vais devoir devenir le maître de tous les autres. Parce que Lacan ne sera plus là bientôt, en fait. Deuxièmement, il y a autre chose. Là. Je crois que ça marche. Si, ça marche, pardon. Est-ce que ça n'est pas en faisant chuter le maître qu'on fait surgir l'analyste aussi, quand même? Parce que je veux dire, si l'analyste c'est le maître, moi je sais pas, j'y perds mon latin. Donc en fait, la grande question la proposition que je fais, c'est de dire qu'une analyse, c'est l'analyse de l'analyse. C'est pas ma proposition, c'est celle de Freud en 1936, dans Analyse finie, analyse infinie. J'ai absolument rien inventé. Mais je veux dire, quels sont les signifiants qui vont sortir? Quels sont les événements qui vont sortir d'une analyse? C'est ce qui va concerner l'analyste, en fait. C'est rétrogradient, cette affaire-là. Et si Lacan avait dès le début pris Souris en analyse, ne serait-il pas remonté à Jules Souris? Alors, ça aurait peut-être été très bien qu'il le fasse. Moi, je regrette que ça n'ait pas eu lieu, cette opération d'interprétation. Ça aurait permis à Lacan de faire taire certaines mauvaises langues, je ne cite pas, vous les connaissez comme moi, ou de gens qui lui reprochent ceci ou cela. Il a évité, voilà, son saut, que je veux bien ne pas dire forcément quantique, je suis d'accord, hein, c'est un petit peu un jeu, j'exagère de dire ça, mais disons ça, son écart, ce qu'il a fait Lacan, lui, tout à son honneur, il ne l'a pas repéré lui-même en fait, et il n'a pas pu en faire quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il serait rentré dans la généalogie? On va prendre encore 2 questions et après il y aura Est-ce que une ça veut dire lecture. qu'il serait rentré dans la généalogie? Non, Émilie, madame, si vous voulez. Oui, il ne voulait peut-être pas, je suis d'accord. Il voulait pas. Il y a un problème avec la généalogie, c'est sûr. Oui. Mais il y a une dame qui attend depuis un moment. Non, je voulais juste faire une petite remarque, à savoir qu'il y a un Dumas qui va réapparaître dans la famille Lacan, puisque ça sera Roland Dumas, et que ce Roland Dumas est le ministre de Mitterrand et lequel vient de l'extrême droite. Donc ça se rejoue après tout. Alors, Michel, il faut faire attention, je suis d'accord avec les le gens. micro, C'est Michel. pour ça que je parlais de sottise au départ, je suis bien prudent avec la ça. dernière question, Michel, vous pouvez réagir et après, Yann va nous dire quelque chose. Oui, c'est sur le tour de Slade. Oui. Et le tour de Slade, c'est le tout premier texte de Souris. Voilà. C'est-à-dire je l'ai mis en tête du volume. Enfin non, c'est même lui qui l'avait mis en tête. C'est ça, voilà. donc tu confirmes. C'est vraiment son tout premier texte et moi j'étais émerveillé. Merci. Voilà, je crois que le temps arrive à sa fin. Enfin, madame, oui, pardon. Excusez-moi. Oui, il y a une lettre qui me revient, dont on n'a pas parlé ni dans les lectures, ni... Et où il est question, mais je pense qu'elle n'est pas tardive, pour Souris qui parle à Lacan à propos de la postérité du nœud borroméen. Parce qu'il dit, je mitonne un truc, là, sur le plan théorique, que si jamais je réussis mon coup, ça va effacer votre nom comme père du nœud borroméen. Et voilà, je vous préviens que j'ai de l'ambition, je suis en train de faire quelque chose, voilà comment je vois les choses. Et si ça marche, le nœud borroméen ne sera plus dans votre généalogie, peut-on dire. Est-ce que vous l'avez vu cette lettre? Non, alors je ne l'ai pas vue, je vais aller la chercher. Elle est dans Chaînes et Nœuds. Ça te dit rien, Michel? Moi, je l'ai pas vu. Ah.
Bah, disons que c'est un fantasme possible, parce que ça serait l'inconscient de Pierre Saury se disant que si Lacan se mettait à l'écouter, lui Pierre Saury, dans les signifiants, on tomberait peut-être sur cette histoire, et ça effacerait effectivement... Mais en fait, non, Pierre Saury, là-dessus, s'il a écrit ça, non, parce que au fond, ça ne ferait que rajouter à la capacité qu'a eu Lacan, non pas d'être le père total de toute une histoire, mais d'être quelqu'un qui a produit un acte, en fait. Voilà.